Bape, la marque japonaise qui s'est totalement imposée aux States et qui a fini par conquérir le monde entier. Si on te parle de streetwear, on est obligé de citer cette marque puisqu'en plus d'être devenue une des plus grosses icônes du streetwear, c'est aussi devenu une énorme icône de la pop culture. Un classique qui a eu ses hauts et ses bas, mais probablement un classique qui va nous suivre encore un long moment et c'est absolument primordial de connaître l'histoire de cette marque si la SAP c'est un univers qui t'intéresse et encore plus si tu comptes lancer tes propres projets. Comment ce mec d'une famille modeste né à Meibashi, une petite ville au Japon, a fait pour devenir une référence auprès des plus grosses stars américaines? Pourquoi Nike ne l'a jamais attaqué en justice pour ses Bapestas qui étaient de simples copies d'Air Force One? Pourquoi la marque a frôlé la faillite et aurait pu totalement disparaître en 2010? Ah, c'est des questions très intéressantes que t'es certainement en train de te poser et ça tombe bien puisqu'on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Nouvelle vidéo, et cette fois on va très peu parler de vous, le FC Skate, vous pouvez vous relaxer, contrairement à la dernière vidéo sur Obey qui apparemment a pas trop plu aux skatos. Oh, mince! Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au monde du rap US, là où Bape a baigné depuis les années 2000, mais évidemment, avant d'en arriver là, la marque a dû créer sa propre histoire en partant de zéro. Pour capter comment Bape est devenu un classique du streetwear, tu l'as capté, va falloir faire un bond dans le passé et retracer l'histoire de Bape et son fondateur. Tout débute au Japon, il y a plus de 50 piges avec un certain Tomoaki Nagao, que tu connais aujourd'hui sous le nom de Nigo, mais c'est un surnom qui viendra beaucoup plus tard. C'était un gamin d'une famille qui n'était pas aisée, mais qui ne manquait de rien, sauf de temps, puisque ses darons bossaient énormément et laissaient souvent le petit Tomoaki s'occupait seul à la maison avec des films ou des jouets, principalement issus de la culture américaine. Ce passage de sa vie, qui aurait pu être anecdotique pour lui, sera en réalité ce qui va guider le reste de son histoire. C'est ce qui lui permettra de devenir qui il est aujourd'hui, et même une fois ultra blindé, il continuera à se replonger dans son enfance en collectionnant des tonnes de jouets et de références qui l'ont marqué étant plus jeune. Mais bien sûr, il a fallu parcourir tout un chemin avant ça, et son parcours dans le monde de la SAP débute durant son adolescence à l'ère des magazines et des Walkman, où Tomoaki s'intéressait énormément à la culture US, que ce soit leur musique, principalement le rap, mais aussi leur SAP, et ça sera en partie grâce à un des grands noms qui sera responsable de l'arrivée de la culture US au Japon dans les années 80, Hiroshi Fujiwara. Et si, vous savez, le mec qui a collaboré avec Travis Scott sur votre Jordan 1 préféré. Hiroshi Fujiwara, qu'on surnomme le parrain du streetwear, sera une de ses plus grosses inspirations, et c'est lui qui le poussera à vouloir faire de la culture urbaine son métier, ce qui pour l'époque était un objectif assez abstrait, mais quelques années plus tard, ça se concrétisera un peu plus lorsqu'il décidera d'aller étudier la mode au Bunka Fashion College à Tokyo. Mais il en profitera surtout pour devenir DJ, et il passera tous ses week-ends en boîte à proposer des sélections de son rap US. Ces soirées prenaient énormément d'ampleur dans sa vie, à tel point qu'il dit n'avoir absolument rien appris de ses années de cours. La bonne nouvelle, c'est que même si l'école lui a, selon ses dires, pas apporté grand chose, son lifestyle de fêtard durant son cursus scolaire fera de lui un petit influenceur local à Tokyo. Il s'était fait un nom et tous les gens qui aimaient bien traîner dans ce genre de soirée rap US connaissaient Tomoaki pour ses playlists mais aussi pour sa façon de se saper, énormément inspiré par tout ce qu'on pouvait voir chez les rappeurs quinri de l'époque. Sa petite notoriété, qui au départ lui permettait d'avoir plein d'opportunités en tant que DJ à droite à gauche, lui permettra finalement surtout de réaliser un rêve beaucoup plus grand puisque c'est Hiroshi Fujiwara en personne qui s'intéressera à lui et lui proposera de devenir son assistant personnel pour bosser sur plusieurs projets totalement différents, passant de la marque de sap Good Enough d'Hiroshi Fujiwara au Takarajima Magazine qu'il lisait étant plus jeune, et c'est à partir de cette collaboration que viendra le surnom de Nigo, qui veut dire le second en japonais, puisqu'il était l'assistant de Hiroshi Fujiwara, mais il avait surtout littéralement la même gueule que lui. Carrément, dans le clip, on dirait que deux, c'est vraiment des vrais frères. Hiroshi Fujiwara était le mentor de Nigo dans le streetwear, mais il n'était pas le seul jeune créateur sous son aile. Il a aussi aidé à propulser Jun Takahashi, le fondateur de la marque Undercover, ou Shinichiro Nakamura qui avait déjà le surnom de Skating à l'époque, et qui beaucoup plus tard participera à fonder la marque Cave Empt. Mais à cette époque, en 1993, ce qui va surtout nous intéresser, c'est qu'il va être énormément impliqué dans la création de Bape, puisque ça sera ce fameux Skating qui créera le logo Bape, après avoir saigné la planète des singes avec Nigo. Je sais pas c'était quoi son délire avec ce film, mais il l'a matrixé depuis qu'il était petit, et la marque A Betting Ape sera une énième référence à la planète des singes, mais aussi à une expression japonaise, un singe qui se baigne dans l'eau tiède que les darons japonais aiment bien utiliser pour décrire la nouvelle génération qui, selon les anciens, en branle pas une et vivent un peu trop à l'aise sans trop bosser. C'est plus ou moins l'équivalent de se la couler douce quoi. Et ça représentait bien le lifestyle de Nigo qui avait plus l'impression de s'amuser que de travailler. Il avait la chance de vivre de ses passions et surtout il avait aussi la chance d'être très bien entouré et énormément aidé, puisqu'en plus d'avoir quelqu'un pour l'aider à créer son logo, il avait aussi l'opportunité d'exposer et vendre ses premiers t-shirts dans la boutique Nowhere,
qu'il avait créé avec Jun Takahashi et qu'il pluguait évidemment dans la rubrique street culture d'Hiroshi Fujiwara. On vous le rappelle, la rubrique du mec qu'on surnomme le parrain du streetwear et que tous les passionnés du streetwear du Japon suivaient assidûment. Faut dire ce qui est, Nigo démarre son aventure dans le streetwear avec énormément d'avantages. Il a appris dans les coulisses d'Hiroshi Fujiwara pendant plusieurs années. Il profitera aussi de créateurs énormément talentueux autour de lui et aussi d'un des médias street culture les plus populaires du Japon. Mais même s'il avait déjà tout pour réussir avant même de commencer, le succès n'était pas acquis pour autant. Ses premiers produits, c'était simplement des t-shirts avec des gigatêtes de singes sérigraphiés dessus. Et s'il avait bien compris une chose pour percer dans l'univers de la hype, c'était qu'il fallait être un gros snob et il fera en sorte de proposer ses produits de manière extrêmement limitée avec au départ seulement une cinquantaine de t-shirts en vente par semaine dans la boutique Nowhere. Mais il se faisait aussi vachement plaisir sur les tarots pour que les clients aient une image plus premium du produit. Et évidemment, sans trop de surprise, le délire a pris, Bape était devenu la marque des mecs frais de Tokyo et il a fini par distribuer sa marque chez d'autres boutiques jusqu'à devenir disponible dans une quarantaine de magasins dans tout le Japon en à peine 5 ans. Même si ça avait tout l'air d'être une très bonne nouvelle, pour Nigo ça l'était pas vraiment et il avait très peur que sa marque devienne trop accessible, alors il fera le choix assez risqué de focaliser toutes ses ventes sur sa nouvelle boutique à Tokyo. Les raisons de l'ascension de sa marque c'était principalement 3 choses: se faire connaître et collaborer avec des artistes de la scène urbaine, faire très attention à l'image et l'accessibilité de la marque, mais aussi créer de nouveaux produits. On aura le Bape Camo, le Shark Hoodie qui seront encore une fois designés par Skating, le fameux Baby Milo qui va se faire totalement détourner et qu'on retrouvera partout dans les marchés en Europe, mais le produit qui fera passer la marque à un tout autre niveau, c'est quand même les Bapestar qui sortiront en 2002 et qui seront très vite un banger. En même temps, c'était une simple copie de la Air Force One qui avait déjà conquéri le monde de la sneakers et qu'on voyait déjà dans tous les clips de rap. Un des bootlegs qui a le plus marqué l'histoire de la sneakers et qui a étonnamment absolument pas été attaqué par Nike, alors qu'exactement à la même époque, on avait la marque Humes qui faisait la même chose et qui s'était fait rafaler par Nike. On a vu apparaître plein de rumeurs autour de la raison de la passivité de la marque au swoosh envers Bape, que ce soit le mythe des 7 différences qui empêchait à Nike de dire quoi que ce soit, d'autres parlaient d'un design vieux de plus de 20 ans et qui n'était plus protégé, et même certains disaient que Nike avait racheté des parts de Bape en douce. Mais la vraie raison, c'était probablement juste parce que Bape était une marque japonaise et qu'il aurait été plus complexe d'attaquer cette marque d'un autre continent, qui a très vite fini par devenir populaire auprès des grandes figures de la street culture américaine, et Nike aurait aussi pas forcément eu une très bonne image en cassant le délire, surtout qu'on était encore à une époque où Nike n'était pas aussi cool aux yeux du grand public qu'aujourd'hui. Par contre, de son côté, Bape était au sommet de la chaîne de la hype après que Nigo ait rencontré Pharrell Williams au Japon et qu'ils se soient liés d'amitié, faisant de Pharrell le plus gros ambassadeur de la marque. Puis la connexion avec Kanye West se fera très vite, et même si Bape commençait déjà à gentiment s'implanter aux States et était même déjà porté par d'autres rappeurs avant Pharrell, c'est vraiment cette connexion qui permettra à la marque d'exploser en popularité aux États-Unis. Au début des années 2000, on voyait Bape dans les clips de quasiment tous les rappeurs du moment, passant de Cassidy, Lil Wayne, Chris Brown, Soulja Boy et plein d'autres. Entre 2004 et 2008, c'était vraiment le prime de la marque, mais aussi de Nigo qui avait surpassé son idole, qui s'était gavé d'oseille et surtout qui était devenu une des plus grosses personnalités du monde du streetwear. Malheureusement, la gestion d'entreprise, c'était pas forcément son domaine, et en 2009, malgré l'énorme popularité de la marque, l'entreprise fera face à une énorme crise. Il a voulu en faire un peu trop en ouvrant plusieurs boutiques beaucoup trop vite, mais aussi en sortant des concepts improbables de salons de coiffure ou de restaurants Bape. Résultat, une dette de plus de 50 millions de dollars, mais surtout des pertes pour la première fois de l'histoire de la marque, ce qui le forcera à revendre Bape en 2011 pour à peine moins de 3 millions de dollars. À partir de ce moment-là, la marque ne sera plus jamais vraiment la même s'il est resté 2 ans aux commandes de la direction artistique de Bape, les choix stratégiques et financiers seront évidemment très différents de l'époque de Nigo. Les collabs seront de moins en moins pertinentes, l'exclusivité de la marque sera un peu mise de côté et on aura surtout comme objectif la rentabilité. La popularité de la marque baissera tout naturellement au fil des années pour plein de raisons. Les modes évoluent, Nigo n'était plus dans le coup et la plupart de son entourage connu s'est aussi écarté de la marque qui peine à se renouveler et rebalance un peu toujours la même soupe depuis des années. Mais récemment, Bape a eu le droit à un léger second souffle avec le retour des tendances Y2K. Ils ont aussi profité de la hype récente des bootlegs pour nous ressortir de nouveaux bootlegs de Jordan 1 ou de Dunk qui étaient vraiment pas nécessaires. Bape a évidemment marqué le streetwear à tout jamais, mais il s'agirait d'avancer et de passer à autre chose. Il y a énormément de nouvelles marques beaucoup plus intéressantes et innovantes, et Bape c'était sympa, mais on va laisser ça aux nostalgiques. Je l'aime bien quand il était avant, mais il faut qu'il reconnaisse que maintenant c'est le garage. De son côté, Nigo, ça fait bientôt 10 piges qu'il a plus rien à voir avec Bape, et il a eu plein d'autres projets entre temps, que ce soit sa marque en collab avec Pharrell, son poste de directeur artistique chez Uniqlo ou plus récemment chez Kenzo, et il a même bossé pour Louis Vuitton en collaboration avec Virgil Abloh, qui a quand même un peu le même parcours que Nigo, un mec qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Alors selon vous, maintenant que vous en savez un peu plus sur son histoire, est-ce qu'on peut qualifier Nigo de génie du streetwear ou d'un simple mec qui a eu de la chance? À vous de nous le dire en commentaire. On est plein nous à vouloir sortir de la misère, mais dis-moi combien on réussit, combien ont dû s'y faire pour les grands de la Tessie et les petits frères, combien ont niqué leur vie après quelques petits verres. Le projet chaud patate sera avant cet hiver.
Je suis pas du sort rabat, je suis totalement agent. Y'a les condés à pattes, je les vois qui veulent me faire. Je me fais